Bonsoir à tous et bienvenue sur ATV Guyane. En fin de compte, une pause très courte pour ce deuxième débat. Bonsoir Farouk. Bonsoir Gilles, bonsoir aux téléspectateurs. Alors effectivement, ce deuxième débat avec les 4 autres candidats pour la deuxième circonscription. On va vous les présenter d'ici quelques instants. Et puis on va vous dire comment ça va se passer pour ce débat ce soir, la présentation Farouk. Par tirage au sort, nous accueillons ce soir M. Bernard Tadib pour l'UPR. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. M. Paul Persdam pour la France Insoumise, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Monsieur Richard Joigny, sans étiquette. Non, Parti progressiste guyanais. PPG. Excusez-moi. Oui. Bonsoir à vous, bonsoir à toute la Guyane. Pardon. Monsieur Jean-Étienne Antoinette pour Walwari. Et soutenu par le parti Guyane Écologie. Tout à fait. Bonsoir à vous et bonsoir également aux téléspectateurs de la Guyane. Alors, bienvenue sur l'émission Réponse. On attend effectivement des réponses de votre part, des réponses pour les téléspectateurs qui sont des électeurs, potentiels électeurs pour ces législatives. Un débat, vous pourrez effectivement vous poser des questions, une conclusion à la fin, mais nous allons personnaliser ce débat. Farouk Amri aura une question pour chacun d'entre vous, mais sur ces questions, vous pourrez malgré tout débattre. Mais juste avant ma première question, Farouk, une question pour nos 4 candidats. Oui, vous serez potentiellement député, donc élu de tous les Guyanais, j'insiste. Les blocages. Bloquer pour un bon nombre de raisons, mais un blocage, c'est avant tout une atteinte à une liberté fondamentale, celle de la libre circulation des biens et des personnes. Je pense en particulier aux entreprises, aux activités économiques et au fait que les jeunes puissent aller à l'école. Alors si vous êtes élu, vous condamnerez ou vous soutiendrez ces blocages? Monsieur Tadib. Bon, là, j'ai déjà jamais caché mon point de vue par rapport au blocage. Je ne suis pas fondamentalement opposé. Tout conflit social a un coût. Je pense pour autant, aujourd'hui, on peut commencer à faire le bilan des derniers blocages. Et si on pèse ce que ça nous a coûté à l'ensemble de la Guyane et ce qu'on a réellement obtenu, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit la meilleure des stratégies. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, la stratégie de blocage, elle peut s'envisager, mais je l'ai dit déjà ce matin, elle nécessite en amont, longtemps auparavant, de travailler une communication très stratégique à l'égard de son interlocuteur, à condition de ne pas se tromper d'interlocuteur. C'est le dernier point. Très bien. Quand vous parliez de ce matin, vous parliez de la radio. Effectivement, les auditeurs de Radio Pays nous écoutent en direct également et sur le Facebook Live d'ATV. Paul Persdam, sur ces blocages. Alors Il faut se dire que s'il y a blocage, c'est qu'il y a une souffrance. S'il y a souffrance, c'est que ça ne va pas. Et donc, quand on voit que la population est dans la rue, ça veut dire que ça ne va pas. Et la 5e puissance mondiale, on est lésé sur tous les domaines. On ne peut pas rester sans avis. Donc, c'est une aberration pour la France, parce que la Guyane n'est autre qu'une patrie fraternelle de la France. On ne peut pas léser les enfants de la Guyane comme c'est le cas aujourd'hui. Vous soutenez donc? S'il y a blocage, vous soutenez? Je soutiens dans une mesure, voilà, tant que ça ne dépasse pas les limites, pour ne pas engendrer les problèmes économiques. Enfin, quelles limites? Parce que c'est quoi les limites pour vous? C'est en termes de jours? C'est quoi les limites pour vous? Écoutez, lorsqu'on est en combat, il n'y a pas de... Vous l'avez vu, le mouvement social, tout le monde était pour. Et voilà, et il est arrivé le moment où... à la fin, il y a eu des divisions. Oui, il y a une division, mais dans toute société, il y a toujours des divisions. Mais en tout cas, il faut rendre bravoure aux gens, parce que même moi, j'ai fait des nuits blanches sur les barrages. Et franchement, donc, il faut... Vous soutenez les blocages, mais avec une certaine limite. Tout à fait. C'est votre réponse. Très bien. Richard Joigny. Eh ben, les blocages, moi j'ai une toute autre lecture, parce que quand le peuple s'organise et que le peuple se soulève, et il veut se révolter, c'est qu'il y a un problème au niveau de la société. Donc c'est clair que les blocages, c'est avant tout l'expression d'une souffrance, l'expression de la souffrance du peuple. Je vais prendre par exemple le problème du char. On constate quoi? 73 jours de grève. 73 jours de grève. C'est sûr que le personnel est excédé, que les usagers sont excédés aussi, mais ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les réponses ne sont pas apportées. Et quand les réponses ne sont pas apportées dans les délais, eh ben, il ne faut pas s'étonner du pourrissement de la situation. Donc ce que je veux dire, c'est que les blocages, quand la cause est juste et légitime,
ils sont quand même une façon de faire avancer les choses dans la société. On l'a bien vu, les 1,085 milliard que l'accord de Guyane, eh ben, c'est bien la rue qui l'a obtenu, ce n'est pas les élus ou les représentants du peuple. Donc vous soutenez? Je ne soutiens pas, mais ce que je vous dis, c'est que légitime, quand c'est légitime, que la cause est juste et légitime, eh ben, il y a fondamentalement les raisons pour pouvoir se Le dernier mouvement n'était pas légitime? Il était juste et légitime. Donc il vous était soutenez? juste, et c'est un sacrifice que nous avons tous fait, et tous réalisé, que ce soit les chefs d'entreprise, les agriculteurs. Je sais que la question est difficile, mais bon, vous soutenez ou pas? Est-ce que je soutiens? Oui, je peux soutenir si les causes sont justes et légitimes. Très bien. Jean-Étienne Antoinette. Question difficile, parce que les blocages font partie d'une stratégie. Quand une situation, effectivement, est difficile à résoudre, il y a des blocages d'entreprise. Je ne sais pas si vous faites allusion à ce type de blocage. Et puis, il y a des blocages qui, effectivement, perturbent tout le territoire. L'histoire récente démontre qu'il y a eu 2 blocages. Celle de 2008, par rapport à la revendication de l'augmentation du prix de l'essence, et celle de 2017, l'autre jour. Ce sont 2 revendications qui ont mobilisé l'ensemble de la population du territoire de la Guyane. Et donc, oui, il y avait un fondement. Il y avait un fondement, c'était en 2008 la question de la vie chère, et en 2017, c'était les problèmes de plus de sécurité, davantage de développement économique, etc. Avec manifestement des interlocuteurs, en particulier les parlementaires et les élus, qui n'ont pas joué le rôle de facilitateurs. Donc, c'est dans le dialogue social. Si ça n'avance pas, il faut utiliser cette arme. Mais je dis rapidement, on ne va pas légiférer par la rue et dans la rue. On utilise le blocage comme, à la limite, je dirais, dernier outil de la négociation. Mais je soutiens, s'il y a une manifestation qui est portée dans le cadre de revendications générales, s'il ne s'agit pas de revendications catégorielles, dans ce cas de figure, et si malheureusement il n'y a pas d'avancée, oui, mais c'est pas oui-non, ça dépend du contexte. Très bien, voilà. Ça dépend du contexte. Très bien, messieurs, nous allons effectivement personnaliser le débat. Farouk Amri aura des questions pour chacun d'entre vous, mais juste avant ces questions, je vous pose cette question-là. Alors la première, effectivement, n'est pas simple sur la réponse, notamment sur les blocages, on l'a bien vu. Et cette deuxième question, tous les candidats ont évoqué une nouvelle posture. Une vraie posture serait-elle d'aller jusqu'au bout? Est-ce que vous serez prêt à militer à l'Assemblée nationale, disons les choses franchement, pour l'indépendance? Bernard Tadei. Parce qu'en vérité, et vous l'avez dit, vous parliez de ce matin, vous l'avez dit, et on va peut-être même y revenir tout à l'heure, sur l'efficacité ou pas d'un député, d'un parlementaire notamment. Allons jusqu'au bout? Indépendance ou pas? De la Guyane, vous voulez dire? S'il faut aller jusqu'au bout de cette posture. En fait, l'idée, c'est que tout le monde utilise le mot posture comme si c'était un mot magique. Oui, alors je n'utilise pas le terme, je ne sais pas exactement ce qu'il signifie. Posture, est-ce que c'est un positionnement par rapport aux autres groupes? Est-ce que c'est un positionnement personnel? Est-ce que je ne sais pas exactement ce qu'il signifie. Sur la question de l'indépendance, moi, pour l'instant, je me bats, et vous l'avez bien compris, pour l'indépendance, bien sûr. Pour l'indépendance de la France par rapport à l'Europe. C'est ça mon combat, il est là. Pour moi, les problématiques telles qu'elles sont présentées, c'est-à-dire de mettre face à face la Guyane avec le gouvernement français, c'est une erreur d'analyse de la situation actuelle de notre région, de notre pays et du continent, enfin de cette construction européenne. Je ne pense pas que les blocages viennent du gouvernement. Je ne pense pas que le Parti socialiste soit ravi d'avoir vu, que les socialistes soient ravis d'avoir vu leur parti exploser avec la loi travail. Je ne pense pas que le pouvoir aujourd'hui de décision soit à Paris. Voilà. Très bien. On va peut-être y revenir. Paul Persdam. Bah écoutez, nous, on ne prône pas pour l'indépendance. Par ailleurs, nous souhaitons qu'il y ait l'application de la 6e République qui va donner à la Guyane une loi spécifique qui pourra le développer. Mais en aucun cas, nous militons pour que la Guyane prenne l'indépendance. Comment faire pour avoir des réponses de Paris? Vous savez, parfois, comme on l'a vu pour le mouvement social, on est obligé de passer dans les rues, parce que moi, je suis issu de la rue. Donc tout passe par la rue pour vous? Pas forcément. On a besoin d'élus qui portent le message
de la population. Et Ça passe pas. Ben, ça passe pas, ben, il faut que ça passe. Parce que justement, avec notre 6e République, si ça ne passe pas, ben, le peuple aura la décision par référendum de retirer un député. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. Richard Joigny. Eh ben, l'indépendance, non, c'est pas d'époque, hein, c'est pas le moment où il faut en discuter, c'est pas l'objectif. L'objectif d'abord, c'est qu'on puisse vivre mieux en Guyane, et c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on puisse enfin avoir le principe d'égalité de la République qui se répand sur tout le territoire. Parce qu'on le voit dans la circonscription dans laquelle je suis, mais aussi sur toute la Guyane, les inégalités déjà par rapport à la France hexagonale, mais ensuite les inégalités que nous avons sur le territoire. Et la question que vous avez posée tout à l'heure à M. Perdam sur la façon de se faire entendre, eh ben, c'est important d'avoir une posture, d'avoir un député qui a une posture ferme, qui sait négocier, qui sait discuter, mais surtout qui sait taper du poing sur la table. Parce que je pense que Ça veut dire quoi, taper du poing sur la table? Ça veut dire quoi, taper du poing sur la table? Vous êtes à l'Assemblée, il y a 576 Vous pouvez taper le plus fort possible, mais vous faites ça. Le député, c'est le représentant de 100 000 habitants. Oui, d'accord. Donc quand on a le peuple avec soi, déjà on a une détermination. Ça, c'est la première chose. Vous êtes élu, vous êtes à l'Assemblée, vous faites quoi? Ensuite, il y a un travail de lobbying à faire, à mettre en place, un travail de lobbying vraiment au niveau des députés progressistes. Parce que je fais partie du Parti progressiste guyanais et nous savons très bien que dans l'Assemblée nationale qu'il y aura très bientôt, dans cette nouvelle Assemblée, qu'il y aura énormément de progressistes. Et grâce au 28 mars 2017, grâce à cette grande mobilisation unie en Guyane, nous avons pu constater que maintenant l'avenir de la Guyane soucie beaucoup plus de monde. Beaucoup plus de monde s'en occupe au niveau national et international. Et je pense que c'est sur cette carte-là que nous devons appuyer pour sensibiliser vraiment toutes les personnes, tous les députés, tous les sénateurs, tous les parlementaires pour l'avenir de la Guyane et surtout sensibiliser le gouvernement pour que le gouvernement puisse respecter ses promesses et ses engagements. Notamment l'accord de Guyane et le plan de convergence. On a bien compris le profil, vous dépassez un petit peu. Vous étiez sénateur, donc effectivement, vous l'avez entendu, taper du poing sur la table, vous allez nous dire si ça fonctionne ou pas. On parle d'indépendance, Walwari, je ne sais pas, très à gauche. Dites-nous, pourquoi on pose cette question-là? C'est parce qu'en vérité, on n'a jamais de réponse. On n'entend pas les parlementaires, députés, sénateurs, vous qui avez été sénateur. Dites-nous aujourd'hui. Non, je veux dire, la question de l'indépendance ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe. C'est un long processus politique, historique. Il n'y a tellement pas de réponse quand on vous pose la question. Je termine. Et ce n'est pas à l'ordre du jour, il n'y a aucun candidat qui se présente sur ce mot d'ordre. Ah si, Armand Achille, qui dit faisons preuve de cohérence et allons jusqu'au bout de cette cohérence. Je parle de la deuxième circonscription. Très bien. Voilà. Il n'y a aucun candidat qui se présente sur ce mot d'ordre d'indépendance nationale. On arrive difficilement à faire admettre le changement de statut de l'article 73 à l'article 74. Donc, il faut vivre de façon très pragmatique. Alors, c'est le premier point. Donc, la question de l'indépendance, pour moi, n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, taper du poing n'a pas de sens. Je veux dire, on peut toujours aller avec son tambour et taper sur la table. C'est une question de posture, monsieur Antoinette. C'est une question de posture. Monsieur, je dis, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez-y. Par contre, on ne parle pas du projet de société. Quel est le contenu de nos revendications? Alors, ce sont des revendications qui sont d'ordre administratif, ça veut dire comment sortir de ce corset administratif qui nous empêche, à titre d'exemple, d'exploiter nos ressources endogènes. Là, il faut trouver des solutions, ça passe par une évolution législative, c'est la question du développement économique. Comment on sort de ce modèle économique qui, on voit bien, l'économie de comptoir crée de l'exclusion, crée du chômage, et c'est comment effectivement mettre en place des dispositifs de formation. Allez, droit au but, donc, faites plus court. Droit au but, ça veut dire qu'il faut davantage revendiquer un projet de société, et derrière ce projet de société, c'est là qu'il faudra faire preuve de fermeté, et c'est là qu'il faudra effectivement avoir l'ensemble de la population de la Guyane pour défendre au plus haut niveau ce projet de société. Messieurs, voici vos questions personnalisées. Farouk, on commence par qui? Monsieur Bernard Tadei. Chaque fois, c'est pour moi, là. Bah oui, c'est le tirage au sort. D'accord. Non, il n'y a pas du tout de volonté. Comme ça, il n'y a pas de triche. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous avez déclaré que votre candidature était surtout motivée par 1. Faire connaître l'UPR, 2. Bénéficier de fonds publics. Chaque fois, je rappelle, sous certaines conditions, j'ai pas fini ma question. Bénéficier, hein. Non, mais tel que vous la formulez, on croit que c'est moi qui vais bénéficier des fonds publics. Et chaque fois, on le rappelle, sous certaines conditions, rapporte 1,42 € au parti.
n'est-ce pas là une candidature opportuniste alors que la Guyane a peut-être besoin de candidatures engagées? Nous sommes partis extrêmement engagés de par notre positionnement, de par notre positionnement politique et l'analyse que nous apportons dans ce débat national, mais aussi régional, pour comprendre quels sont, derrière les problèmes que l'on a, les causes réelles de nos difficultés. Je pense que l'Union populaire républicaine souffre d'un déficit d'accès aux médias, souffre d'un déficit de moyens de faire entendre cette analyse-là, que je trouve... Vous dites au niveau national, l'accès aux médias, c'est au niveau national. Au niveau national, oui. D'accord. Très bien. Quand je parle d'accès aux médias, quand j'ai parlé d'accès aux médias tout à l'heure, c'est au niveau national. Très bien. Non, c'était important. Très bien. Ça suffit? Non, c'est bien. Non, c'est pour voilà, connaître si vous voulez, positionnement. là. Monsieur On aura d'autres questions. Persdam, merci. vous êtes quelqu'un d'étrange, on va dire, dans cette campagne. Je vous explique pourquoi. Alors, d'une part, vous n'êtes pas venu à face alors que vous y aviez été cordialement invité, peu importe. D'autre part, vous étiez secrétaire départemental de l'UDI, donc quelque chose de centre-droit, et vous avez basculé jusqu'à la France Insoumise. Et on apprend qu'a priori, vous abandonneriez votre campagne pour rejoindre M. Joigny. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors c'est faux. Il faut savoir que depuis certains Alors, sur le temps, site de France Guyane, on m'indique... laissez-moi... Non, mais justement, je Non, mais précise. on est d'accord. Ouais. Vous me posez la question. C'est aujourd'hui sur le site de Si, France mais Guyane. laissez-moi vous répondre quand même. Depuis quelques jours, j'ai été victime d'un complot politique. D'abord, mes bulletins ne sont pas déposés en préfecture. Et deux, j'apprends que j'ai retiré ma candidature, ce qui est faux. Ça, c'est faux. C'est faux. J'ai même saisi la responsable de la préfecture que j'ai envoyé un mail le jour que j'ai appris que mes bulletins n'allaient pas être déposés dans les urnes. Donc voilà. Mais j'ai reçu aucun courrier de la part de la France Insoumise parce que j'ai été engagé par la France Insoumise. Regardez, Paul Persdam, il est inadmissible que je laisse mon poste ou mon investiture à un autre candidat. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de bulletin de vote Paul Persdam samedi. Alors, j'invite à tous les insoumis, à toute la population guyanaise, ça c'est les bulletins que je vais déposer. Je vais aller dans tous les mairies pour déposer. J'ai déjà fait à Saint-Laurent-du-Maroni. Bon, il y a des divisions internes à France Insoumise. Je pense que mon directeur de campagne, on ne s'entend pas. Donc voilà, il a décidé que oui, parce que monsieur Joigny a fait 2-3 commentaires, 2-3 éloges dans le sens de Mélenchon lorsqu'il a eu le face-à-face. Ils ont décidé qu'ils portaient bien l'image de la France Insoumise et que je ne servais plus à rien. Donc, ce qui fait qu'ils ont délibérément retiré mes Merci de votre franchise, hein. Voilà. Très honnêtement. Richard Joigny, votre commentaire. J'ai appris ça juste avant, en arrivant à l'émission pour le maquillage. On m'a envoyé donc le communiqué. Ce que je peux dire, au vu des tensions internes qu'il y a au niveau de la France Insoumise, donc je ne vais pas faire de commentaires, mais c'est vrai que j'ai vu que le communiqué stipulait un soutien de la candidature. Donc nous n'avons pas l'investiture de la France Insoumise, c'est bien pour ça que M. Persdam a été investi. Et après, ça a été un long processus dans le sens où nous avons déjà réalisé une réunion, nous avons eu une réunion il y a 1 mois et demi avec la France Insoumise où nous avions discuté, mais finalement nous n'avions pas pu signer d'accord. Est-ce que vous acceptez les soutiens de la France Insoumise? Voilà, question claire. On est aux élections, je ne vais pas refuser les soutiens de tel ou tel parti ou tel ou tel candidat. Vous n'êtes pas un chevaleresque? Non. Après, c'est sûr que moi, l'intérêt de toute cette situation, j'espère qu'on va la mettre au clair très bientôt avec M. Persdam, c'est que M. Persdam ne soit pas lésé. Parce qu'avant tout, M. Persdam, c'est quelqu'un que je connais déjà depuis très longtemps et je ne veux pas qu'il soit lésé par rapport à cette situation-là. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'on est en plein direct et donc on apprend donc vous avez un scoop, Oui, tout à fait.
au niveau du maquillage, vous apprenez que vous êtes investi par la France Insoumise. Le Non, candidat, que je suis soutenu. Oui, soutenu. Le candidat investi initialement dit qu'il y a un sabotage de sa candidature, en fait. Eh bien, c'est ce qu'il a dit. Et personnellement, je n'en étais pas informé. Juste, on va vraiment finir ces questions, Oui. parce que les choses se régleront certainement après. En tout cas, on est en plein direct. Donc, expliquez-nous déjà votre cheminement politique, Monsieur Persdam. Pourquoi être passé du centre droit, de l'UDI, à la France La France Insoumise? Insoumise, oui. C'est simple, j'avais à l'époque, vous savez, à Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai voté toujours pour la droite, c'est-à-dire notre maire Léon Bertrand. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'il était sur vos plateaux de la TV en 2014, vous lui avez posé la question, Monsieur Bertrand, qui vous voyez qui pourrait vous succéder ou voilà. Il avait répondu, un certain jeune Persdam. Ok? Parce que je suis quelqu'un qui agit, qui fait des choses localement, qui est dans la vie culturelle. Chaque année, par exemple, avec mon association, nous faisons ce que d'autres n'arrivent pas à faire, des kermesses. Vous direz que c'est quoi une kermesse? Ça sert à rien, mais ça permet de créer de la Et donc le fait cohésion. que Bertrand, maintenant, aujourd'hui, soutienne Non. Riemann, c'est une Non. trahison? Ça, c'est sans problème à lui. Moi, je ne peux pas répondre à la place de Monsieur Bertrand. Mais cela dit, monsieur, Ça a l'air compliqué quand même. la France Insoumise... Très honnêtement. Non, je vous explique. La France Insoumise est venue me chercher parce que je développais des idées humanistes. Tout ce que je fais depuis 20 ans, il faut savoir que je ne suis pas... Non, mais laissez-moi... parce que Allez-y, allez-y. Laissez-moi finir, même si je finis tous mes 10 minutes, c'est pas grave. Au moins, Non, il y a des questions importantes après, c'est pour ça. important. Bah, allez-y. Ah ben, moi, à l'époque, Cayenne, pour aller à l'école, j'étais comme un clochard dans les rues pour aller à l'école. Et le fameux FEJOG, c'est moi qui ai été voir le maire pour créer ce centre d'hébergement. Chaque année, dans les quartiers, je mets mon argent avec les aides qu'on nous donne qui ne sont pas suffisantes pour créer de la cohésion, pour créer de la vie. Parce que tout ça préserve la paix sociale. Chaque année aussi, on fait aussi le prix Bachelier qu'on a créé, qui rassemble les 4 établissements de l'Ouest. Ça valorise les jeunes. On les incite à aller au-delà du bac. Voilà, parce qu'on y croit. Donc, et donc, tout ça, s'ils sont venus nous chercher... Voilà, la France Insoumise vient vous chercher et vous investissez. D'abord parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui est droit, qui défend l'intérêt humain, qui défend l'écologie et qui lutte pour la pauvreté. Gardez du temps pour tout à l'heure. Alors, monsieur Joigny, vous voulez porter à l'Assemblée la révocation des élus? Oui. Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un gadget électoral? Je vous explique pourquoi. Allez-y. Vous êtes DGS à la mairie d'Irakubo. Exactement. Il y a un moment où le maire d'Irakubo s'est retrouvé en difficulté, en étant mis en minorité par son conseil municipal et par une partie de la population. Ça voudrait dire que, globalement, elle a bénéficié du suffrage majoritaire de ses administrés, et puis que, peut-être pour un problème de personnes, d'ego, on la révoque. Je disais juste aussi, un politicien, c'est quand même quelqu'un qui, à un moment, doit faire preuve de courage, doit faire preuve des fois de fermeté, et par moment doit prendre des mesures impopulaires, surtout dans ce cadre que vous connaissez bien, de réduction des dépenses publiques. Donc ça veut dire que les administrés mécontents iraient révoquer quelqu'un pour lequel ils ont élu ou qui aurait fait preuve de courage? Expliquez-nous. Attention. Vous avez dit juste rapidement que Madame le maire était contestée par sa population. Je ne pense pas que c'est par une partie. Oui. Je pense que c'était surtout par son conseil municipal et puis par des histoires de personnes. Oui. Mais juste ce que je vais expliquer, le pouvoir de révocation des élus, c'est surtout pour rendre le pouvoir au peuple. Pourquoi rendre le pouvoir au peuple? C'est l'anarchie. Parce que je ne parle pas de gestion, d'erreur de gestion ou de choix de gestion. Je parle plus d'une posture. On parlait tout à l'heure de la posture de l'élu. Et ce que je veux faire comprendre, c'est que souvent, on a des élus pendant les campagnes électorales qui promettent tout un tas de choses, qui, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ne tiennent pas leurs promesses, ne tiennent pas leur engagement, et la population même se retrouve lésée. Souvent, on a des élus qui, au début, partent pour l'intérêt général et collectif, et puis 2 ou 3 ans après, c'est plus l'intérêt personnel et individuel. Oui, ils seront sanctionnés au futur scrutin. Ils sont sanctionnés au futur scrutin. Mais c'est vrai que parfois, pendant ce délai-là, on arrive à une situation qui est intenable dans la commune ou même dans la collectivité. Donc tout ça pour dire que le pouvoir de révocation des élus, c'est aussi pour que les citoyens puissent revenir vers la politique, s'intéresser beaucoup plus, parce qu'ils auront le pouvoir, la possibilité de changer
en cours de route. Et ça, c'est un pouvoir vraiment pour déjà rétablir la vérité et la confiance en la politique, mais surtout pour qu'on ait des élus qui soient toujours au combat. Donc un cheval de bataille pour vous Bon, sur cette question-là. Monsieur Antoinette, on vous l'a déjà dit, mais c'est des questions personnelles. Maire à 29 ans, sénateur, de multiples candidatures, vous faites de la politique depuis plus de 20 ans. Encore récemment désigné membre du Césaire par François Hollande. Du CESE. Du CESE, autant pour moi. Est-ce que votre philosophie de vie, c'est de vivre de la politique? Pas du tout. J'ai commencé ma vie dans le privé, je vais l'expliquer ce matin d'ailleurs, où j'étais dans la formation, j'étais dans la stratégie de développement, en profit des populations en difficulté, les populations amérindiennes, les populations également au Bushinengue, de Favard, pour donner un exemple, ou bien de Makoria. Donc j'ai travaillé à côté de cette population. Quand je prends un engagement politique, je m'investis à 100%, quitte à perdre de l'argent quand on est simplement maire. Parce que c'est un engagement à côté de sa population. Donc oui, j'ai eu la chance d'avoir des postes, mais pas, on ne me les a pas donnés. J'ai obtenu au suffrage devant la population. Donc j'ai gagné les élections municipales. Ensuite, j'étais dans la minorité au niveau régional. Je suis devenu sénateur. Donc oui, à temps plein, je suis à la disposition de l'intérêt général. Et puis j'ai perdu mes 2 mandats en 2014. Ben, je suis retourné encore dans le privé. Donc j'ai une boîte de formation, je fais de l'ingénierie. J'ai eu à travailler pour la commune d'Irakubo, Monsieur Joigny. Et vous avez été compétent sur la mission. Et j'ai été compétent sur la mission, merci. Donc voilà, je veux dire... C'est un signe pour lui dire de rester dans la formation. Vous ratissez large, Monsieur Joigny. La France Ah non, non, la Volvarique et l'écologie, c'est un malin. Les initiés comprendront. Donc tout ça pour dire que, oui, je soumets mes projets au suffrage. Quand je gagne, je m'investis à 100%. Mais quand je perds, je retourne travailler dans le privé. Mais moi, je ne me cache pas dans la fonction publique territoriale. Je ne suis pas comme certains, à titre d'exemple, qui sont des titulaires dans la fonction publique territoriale. Et parallèlement à leur carrière politique, ils ont continué à bénéficier des avancements de grade et d'échelon. Des noms. Tous les fonctionnaires. Mais tous les fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou d'État. C'est le cas. Vous avez bien dit titulaire. Mais ne vous sentez pas visé. Je parle de titulaire. Je sais que vous êtes contractuel. Voilà. Je parle de titulaire. Je veux dire, dans tous les titulaires de la fonction publique, c'est pas mon cas. J'aurais pu faire comme beaucoup de jeunes de ma génération, dans la mesure où en plus j'ai une formation dans les collectivités territoriales, rentrer dans la territoriale ou rentrer dans le... Non, mais vous avez répondu à la Donc ce sont des choix politiques, ce sont des comportements, ce sont des postures. On s'investit et on se donne à fond dans ces mandats électifs. Bernard Tadei, vous voulez rebondir là-dessus? Ensuite, on a une question. Très bien. Non. Alors, je disais juste que j'étais titulaire de la fonction publique. Donc... Très bien. Une question, messieurs, pour vous 4. Et à travers cette question, une question à la limite pour vous également. Vous l'avez dit dernièrement, vous croyez plus au gouvernement qu'aux élus locaux. Vous êtes candidat, vous l'avez dit, vous êtes candidat aux élections législatives. Donc vous serez un élu, un député de Guyane, mais vous avez aussi dit effectivement au sein de l'Assemblée que vous serez un député de France. Expliquez-nous, et ça sera une question pour tout le monde. Alors je ne sais pas si j'ai dit gouvernement ou si j'ai dit les administrations d'État. Alors, administration d'État, tout à fait. C'est pas la même chose. Les mots sont précis. Administration d'État. Vous croyez plus à l'administration d'État qu'aux élus locaux? Qu'aux élus en général. J'ai une vision du monde politique, local aussi. J'ai une vision du monde politique qui est empreinte d'une certaine défiance. Je pense que d'une manière générale, le discours politique, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le discours politique qu'on offre aux électeurs est biaisé. Je pense que l'immense majorité des hommes politiques et femmes politiques font semblant aujourd'hui d'avoir les capacités de décision, de vivre en démocratie. Voilà. Je pense que c'est faux.
Ça veut dire que certains candidats mentent quand ils disent « je vais régler le problème de la Guyane ». C'est un peu une forme d'hypocrisie. Vous dites que le député n'a pas autant de pouvoir. Non, hypocrisie, j'aime pas. Je préfère mensonge. Non, mais je Au moins, pose c'est plus clair. D'accord. Au moins, c'est plus clair. Mensonge, oui. Vous avez Voilà. du retard, hein, Donc vous pouvez vous développer. proposez quoi pour la Guyane? Vous proposez, je vous proposez pas de régler les problèmes de la Guyane? Mais c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis que pour avoir la bonne réponse, il faut poser la bonne question. Et que tant qu'on biaisera le regard sur la question, on n'arrivera pas à trouver la bonne réponse. Quelle est la bonne question? La bonne question, c'est qui décide? Qui décide aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens qui décident, ce sont les commissaires européens. Ce sont eux qui sont à l'initiative des décisions, c'est l'article 17 du TUE, ils sont à l'initiative des décisions, même celles qui sont votées par le Parlement européen, que leurs grandes orientations de politique économique, là encore, c'est dans les... Enfin bon... Tous les mots de la Guyane, parce qu'on parle de la Guyane, j'ai pas dit viennent de l'Europe. tous les mots. J'ai pas dit tous les mots, mais il y a une façon de penser. Il y a une façon de penser la démocratie aujourd'hui, enfin une façon de vivre qui fait que on n'est plus en démocratie. Je disais tout à l'heure, ça fait pas plaisir aux socialistes d'avoir vu leur parti exploser. Pourquoi? Comment ça se fait que des gens de gauche ont voté la loi travail? Comment c'est possible? Comment ça se fait que des gens de gauche démantèlent les services publics? Comment ça se fait que des gens de gauche s'attaquent au droit du travail, s'attaquent au chômage, s'attaquent aux retraites? Ils n'ont pas le choix. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est ce regard-là, cette vérité-là, que je souhaite porter. Très bien. Qu'en pensez-vous, Paul Persdam, vous, France Insoumise? Reformulez votre question. Alors, je posais la question, effectivement, qui décide? Parce que souvent nos élus ne sont pas entendus. Certains, d'ailleurs, dans tous nos débats, dans les face-à-face également, dans tous nos débats, certains viennent comme Zorro, hein, disons les choses franchement, disant qu'ils vont régler tous les problèmes de la Guyane. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un député, quels sont les pouvoirs de ces députés-là? Et vous, dans votre programme, cette fameuse 6e République, est-ce que vous allez dans le même sens que Paul Persda, que Bernard Tadei? Non, pas forcément. Il faut savoir que les élus ont des... Qui décide pour vous? Comment ça, qui décide? Qui prend la décision? Qui décide? Notre mouvement. C'est notre mouvement. Notre mouvement, on a des projets de société, notamment à travers notre 6e République. Alors c'est quoi la 6e République? J'ai l'impression que c'est la panacée, c'est la solution à tout. En fait, la 6e République... Expliquez aux autres candidats et aux électeurs. Parce que je sais qu'il y a déjà 7 axes stratégiques. Dans la 5e République, toute population, tous les Français sont indivisibles. Dans la 6e, il peut y avoir des lois qui soient spécifiques. Je prends notamment dans le cas des autochtones, des Amérindiens, qui demandent à l'État pendant des années de ratifier la loi 169 de l'Organisation internationale du travail, parce que c'est des peuples tribales qui méritent d'avoir des réponses spécifiques. Spécificité, ouais. Et donc voilà, nous nous inscrivons dans ça. Et si le député ne fait pas son job, avec la 6e République, le peuple, par référendum, aura le choix de le limoger, c'est-à-dire de le retirer à son poste en tant que député. Parce qu'il y a beaucoup de députés qui parlent, parce qu'ils ont... Beaucoup de référendums, hein, oui, mais Insoumise. moi j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po. Et c'est dommage aussi, parce que vous aussi, vous avez une part de responsabilité, vous nous invitez presque jamais. Okay. J'ai été investi... On vous invite, vous ne venez pas. Non, mais on vous invite, vous ne venez pas. Non, mais laissez-moi m'expliquer. Allez-y. J'ai été investi en 2008. Depuis 2008, ça fait la 2e fois que je suis sur un plateau. Enfin, 3e avec celui de l'autre jour. Mais en aucune façon, vous appelez les élus de l'Ouest ou les presque élus. Alors là, c'est à vous de vous imposer, Paul Persdam. Non, mais même pas. Regardez, excusez-moi. En tout cas, vous ne pouvez pas dire ça. Systématiquement, je dis juste, et pardonnez-moi de vous interrompre, systématiquement, depuis que je suis sur ATV a systématiquement invité les élus de l'Ouest. Invité les élus de l'Ouest. Par ailleurs, je rappelle aussi, il y a des problèmes de distance qui fait que, en principe, ils ne viennent pas. Aussi, hein. Mais on ne peut pas délocaliser un studio. Voilà. On est d'accord. Mais il ne faut pas quand même... parce que bien souvent, on a l'impression que l'Ouest, on est oublié dans beaucoup de domaines. Non seulement... Non, mais je vous dis... Dans l'essai, oui. C'est bon, très bien. C'est le sentiment... C'était pas la question, on a compris.
Et voilà, même chose lorsqu'il y a des... Non, on va revenir, gardez du temps, gardez du temps. Vous dépassez votre temps, il y a des questions importantes. Richard Joigny, sur la question, vous vous rappelez de la question ou pas? Oui et non, si vous pouvez la reposer, ce sera Qu'est-ce pas que mal. c'est que ce débat concentration, monsieur? Là, on n'est pas dans la cour de récréation, là. Non, c'était On pas... peut rebondir sur qui décide effectivement et ces fameux candidats qui Non, pensent c'est vrai, régler il tous les faudra être problèmes attentif en à tant que l'Assemblée, futurs hein. députés. C'est vrai, non, c'était juste une boutade. Mais c'est vrai que on peut se poser la question qui décide, mais c'est avant tout le gouvernement. C'est avant tout le gouvernement qui est mis en place, c'est avant tout le Premier ministre et les ministères Alors, qui décident. excusez-moi, vous dites le gouvernement, lui dit l'Union européenne. Oui, parce qu'on n'a peut-être Là, pas... maintenant, c'est les mêmes, Nous, en même temps. nous ne sommes pas à la même échelle. Monsieur Tadé est d'un parti national, je suis d'un parti local. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que pour nous, qui décide, ça va être le gouvernement. Et on constate que dans le cadre législatif dans lequel nous sommes, l'article 73 de la Constitution, c'est vrai qu'il y a des difficultés parce qu'on constate largement quand on exécute les lois, quand on applique les lois sur le territoire, et bien souvent on constate qu'elles ne sont pas adaptées, qu'elles n'arrivent pas, qu'elles créent parfois même des déviances, qu'elles créent des erreurs, on va dire un peu dans le système, qui font qu'on a besoin vraiment d'adapter certainement. On a besoin de pouvoir réfléchir à comment on voudrait que la loi s'applique sur notre territoire. Et c'est pour ça que le rôle du député, il est fondamental. Il est fondamental d'abord parce qu'il vote les lois, les amendes, et peut faire des propositions de loi. C'est où il n'est pas compétent, ou il sert à rien. Mais Enfin, ensuite, voilà. il peut contrôler l'action gouvernementale sur le territoire. Et c'est ce travail-là, s'il est fait avec plus de rigueur, Donc, eh bien, rigueur. à ce moment-là, la population voit son quotidien qui change. Pourquoi? Je vais prendre juste l'exemple de France Domaine. France Domaine avec les agriculteurs. Des agriculteurs qui font des demandes de terrain pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir gagner leur vie et créer de l'activité sur le territoire et nous nourrir aussi. Et bien finalement, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, parfois, ils n'ont pas de réponse. Et c'est pour ça que c'est très important que le Donc là, c'est le député, rôle du député. de contrôler l'action gouvernementale, de faire remonter ça, mais surtout d'être à côté de la population parce que c'est le représentant du peuple et qu'il se doit d'être à côté pour lutter contre les injustices et les inégalités. Très bien, Jean-Étienne Antoinette. Non, je crois que à tous les échelons, il y a des responsables. Au niveau européen, vous y parlez tout à l'heure, bon, il y a le responsable, c'est le Parlement et les commissaires. Même si, à titre d'exemple, permettez-moi de dire quand même qu'il y a l'article 299 du traité de Rome qui permet une adaptation pour les Outre-mer. Il faut le préciser. De même que l'article 73 permet également aux législateurs français d'adapter les lois et les règles et les lois par rapport au territoire. Vous êtes partisan de l'article 73 maintenant, Mais, monsieur Antoinette. attendez, Non, c'était juste une question. Non, la question est importante, vous pouvez répondre, c'est un débat. Monsieur Joigny, actuellement il y a un cadre législatif. Et il faudra, le législateur, le député qu'on sera, il faudra travailler dans ce cadre législatif. Quel est-il aujourd'hui? Le 17 juin, on sera dans le cadre de l'article 73, point final. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de l'article 73? Comment on va, à titre d'exemple, voter, se prononcer sur les ordonnances par rapport à la réforme du Code du travail? Voilà les questions qui seront posées. Comment va-t-on examiner la loi sur la moralisation de la vie politique? On sera encore dans le cadre de l'article 73. Quand j'ai posé ces questions à Mme Linétard, elle m'a dit que ce n'était pas le sujet. Mais voilà, pour information. Ben, c'est le sujet, ce sont les premiers, ce seront les premiers sujets qui seront abordés. Merci, je veux dire. indiqué, merci. Non, Voilà. je ne vois pas pourquoi vous faites ce parallèle avec Mme Linétard. Non, non, Elle n'est pas, voilà. elle n'est pas là, mais ce sont les premiers sujets. Même parti, même philosophie. Tout à Voilà, fait. ce seront Sur les les 35 premiers heures. sujets qui seront abordés. Il faut que les candidats le sachent, je veux dire. Ensuite, ce sera la loi de finances. Dans le cadre de la loi de finances, c'est là qu'on va aborder éventuellement, et je l'espère, qu'on va aborder la question de l'accord de Guyane. Comment faire entrer ces budgets qui ont été pointés, qui ont été retenus, mais qui aujourd'hui ne sont pas sécurisés d'un point de vue législatif. Donc, pour vous dire que à tous les niveaux, oui, il y a le gouvernement, il y a le Parlement. Au niveau local, il y a les maires qui ont des compétences au niveau communal et il y a le président CG. Donc, mais à chaque niveau, il faut absolument que l'élu fasse son travail. Merci. Très bien. Bernard Tanier. Rapidement, Très rapidement, je vais répondre sur deux points. Ensuite, la prochaine C'est vrai, question. évidemment, qu'à chaque étage de l'escalier, Merci. chacun fait son travail. Je suis d'accord avec vous. Mais le flot qui vient d'en haut, il se déverse sur tout le monde. Et on est obligé quand même de respecter les articles des traités qui nous contraignent. J'entendais parler de l'agriculture. Le principal article des traités qui concerne l'agriculture, c'est le 38 du TIE, qui définit les missions de la politique agricole commune.
c'est d'optimiser les rendements. C'est ça qui va définir la politique agricole. D'accord ? Donc, nous qui prônons une agriculture biologique, une agriculture sur des petites exploitations, la fin de la réduction du nombre d'agriculteurs, ben on en est empêché parce que cet article-là définit la mission de la politique agricole commune. D'ailleurs, je pose la question, est-ce que c'est un article comme celui-là, qui prône la rentabilisation perpétuelle, être toujours plus productif, est-ce qu'il a été écrit par des agriculteurs ou par Monsanto ? Voilà. Question en suspens. Alors, sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. vous écoute. Au niveau national, il y a bien eu d'ailleurs 2 réformes concernant donc les politiques agricoles. Une réforme qui était portée par le gouvernement de droite et une récente qui est portée par le gouvernement de gauche. Et je pense que c'est là peut-être que le député de la Guyane devra faire une proposition de loi qui est indispensable. C'est une promesse d'ailleurs du gouvernement du président sortant, mais une proposition de loi sur l'agriculture et la forêt dans les Outre-mer. Parce que là, il y a des politiques publiques spécifiques à appliquer sur le territoire de la Guyane. Et donc c'est fondamental. Et donc c'est le rôle du parlementaire. Je suis d'accord, mais on est contraint par un cadre plus large. Et c'est pareil pour les services publics. Il y a l'article 106 qui dit il faut mettre les services publics en concurrence avec le privé. Non, mais on n'est pas en désaccord. Oui, c'est pour ça. Simplement. Vous êtes pas en désaccord, on avance. Allez, alors, c'est le désaccord. Alors, votre positionnement. Enfin, toute la seconde circonscription est concernée, plus encore que la Guyane tout entière, par l'explosion démographique. On le sait, l'État n'accompagnera pas cette immigration, ne dotera pas la Guyane et la seconde circonscription plus particulièrement des écoles, des centres de santé, des infrastructures et des logements nécessaires pour absorber cette immigration. Qu'est-ce que vous faites une fois élu pour prendre en compte l'intérêt de vos administrés qui souffrent justement de ces services publics qui sont en deçà de ce qu'ils devraient être? Que faites-vous contre l'immigration clandestine pour votre seconde circonscription? Alors, Bernard Tanné. Excusez-moi. Oui, c'est le tour habituel. Il a du retard. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Je vais répondre à la lutte contre l'immigration clandestine. Vous séparez. Mais je voudrais répondre aussi sur il n'y a pas d'argent. Je vous ai déjà répondu ce matin. Oui, il y a de l'argent. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Le problème, c'est qu'il est en Bulgarie, il est en Lituanie, et il sert à construire là-bas les infrastructures. Je parle d'argent français. Hein. Oui, bien sûr, je parle d'argent français. Il sert là-bas à construire des infrastructures dont on a besoin ici. Et je vais même aller plus loin. Et je vais même aller plus loin. Il sert là-bas à construire les infrastructures qui vont servir à accueillir les délocalisations françaises. D'accord ? Donc l'argent est lié, simplement il est mal dirigé. Et ce n'est pas le gouvernement français qui le dirige là-bas. Délocalisation, ok. Maintenant, l'immigration. D'accord. Alors, l'immigration, deuxième point, avant de rentrer sur l'immigration, il me semble que l'explosion du taux de natalité n'est pas liée qu'à la question de l'immigration. Elle est aussi liée à la politique familiale. Et il me semble que le problème vient plus de cet encouragement à faire un grand nombre d'enfants. Alors, encouragement, qu'est-ce que vous entendez par encouragement? Je parle de la politique d'allocation familiale. Il y a des... Heureusement, les prestations familiales incitent certaines catégories de la population, évidemment pas la majorité, incitent à faire des enfants pour des raisons économiques. Et on a des enfants qui sont voulus, mais qui ne sont pas désirés et qui se développent dans un cadre affectif et matériel qui est... Donc vous n'avez pas peur des mots, vous dites non, les mais choses. le choix économique plutôt que le choix du cœur, on le sait. Et vous le voyez, à Saint-Laurent-du-Maroni notamment. En plus de le dire, est-ce que vous voulez, je ne sais pas, supprimer les prestations familiales au-dessus, au contraire, je finis mon propos, au-dessus de tant d'enfants par exemple, est-ce que vous voulez faire un moratoire? Il y a déjà des lois. Alors déjà, il y a déjà des lois qui existent lorsqu'il y a détournement des allocations familiales. Moi, ce que je condamne, c'est pas le nombre d'enfants, c'est le fait que les magasins de téléphonie mobile ou ceux qui vendent des écrans plasma, ils fassent leur meilleure semaine au lendemain de la prime de rentrée. C'est ça que je dénonce. Il y a des lois qui s'appellent la mise sous tutelle d'allocation familiale, qu'un juge confond peut prononcer, qu'on l'applique. Très bien. Qu'on l'applique. Vous êtes à Saint-Laurent, vous vivez tous les jours. Tous les jours, ça ne veut pas dire avec tout le monde. Hein. Je ne suis pas en train de généraliser sur l'intégralité. Ok, on est bien d'accord. Hein. Paul Persdam. D'abord, je pense qu'il y a eu un solde migratoire négatif. Parce que quand on voit
les sondages, les études qui sont faites. C'est qu'il y a plus de gens qui partent, qui arrivent? Non. En fait, il y a plus de gens, il y a moins de gens qui rentrent que... Des gens qui partent. Voilà. Vous pensez qu'il est négatif, vous? Oui, il est négatif. Et de l'autre, je pense... Parce que l'INSEE, excusez-moi, me disait qu'il y a 8% de taux de la démographie chaque année, quoi. Oui, il y a 8%, mais des fois, ils spéculent parfois, hein, parce que... Non, mais c'est intéressant, vous y vivez. Oui, de toute façon, moi, je suis issu de l'immigration, mes arrière-grands-parents, ils sont issus de l'immigration, donc voilà, je ne vais pas me voir la face. Donc vous dites... Simplement... Mais vous vous basez quand même sur quoi pour dire ça? Sur les chiffres. Les chiffres? Non, mais d'où sortent ces chiffres? Je suis Vous désolé. êtes le premier à le dire. Hein. Oui, c'est pour ça. À dire qu'il y a une solde migratoire négative sur la seconde circonscription. Non, je n'ai pas dit la seconde circonscription. Enfin, sur la Guyane. Sur la Guyane. Moi, je parle de la seconde circonscription. Non, moi je vous réponds, il n'y a pas énormément d'immigrés qui rentrent dans notre pays quand même, parce que quand vous faites des études, les gens, par exemple, du Suriname, ils vivent bien là-bas. Quand vous allez au Suriname, les gens vivent bien. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui viennent ici, mais il faut savoir, les allocations, ce n'est pas la panacée pour tous. Hein. Pour les familles, là, pour obtenir... Vous me regardez en disant ça, je me sens visé. Mais non. Non, d'accord, vous regardiez derrière moi, d'accord. Non, mais non, je vous regarde, vous êtes un interlocuteur comme... D'accord. Allez-y, poursuivez. Il faut savoir que beaucoup de gens galèrent pour toucher une allocation, ne serait-ce les papiers. Parce qu'à l'heure que je vous parle, il y a des jeunes qui ont 22 ans, qui sont au lycée, qui n'ont pas de papier. Comment voulez-vous qu'un jeune qui est au lycée et qui n'a pas de papier, alors que vous me dites que oui, l'immigration joue sur les prestations sociales, c'est faux. OK? Et puis, l'autre chose, l'autre élément, c'est que la France ne peut pas rester insensible à ce fléau. Il faut que la France aide les pays voisins à se développer, les pays du tiers-monde. Il faut que la France, à travers des coopérations bilatérales, le Suriname, le Brésil, il faut qu'ils mettent sur la table des propositions de loi qui soient spécifiques et qu'on puisse régler ces problèmes. Très bien. Richard Joigny. Démographie, immigration, vous avez fait un parallèle. Moi, je pense qu'ici, nous sommes français, donc c'est le droit du sol qui s'applique. Donc la démographie, c'est un fait, mais l'immigration, c'est un autre fait. Donc l'immigration, moi, ce que je peux répondre, c'est qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en Guyane, nous sommes un pays où on a près de 280 000 habitants, selon l'INSEE, hein, c'est important de le dire. Mais c'est vrai que nous pourrions vivre ici, nous pourrions être 10 millions d'habitants par rapport à l'espace que nous avons. Je ne dis pas ça qu'il faut accueillir encore plus de monde, non. Je dis qu'en fait, le vrai problème de l'immigration, c'est qu'en Guyane, nous ne savons pas accueillir. Et je ne dis pas nous, Guyanais, parce que nous avons toujours accueilli tout le monde. Je parle de nous au niveau de l'État. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on fait la comparaison avec la manière dont l'État a accueilli les populations syriennes en France, les migrants syriens, on met en place des centres, on met en place des hébergements, on met en place toute une organisation pour accueillir les populations et vraiment les disséminer sur tout le territoire. Finalement, en Guyane, on sait très bien que depuis 30 ans, nous avons donc des flux migratoires importants. Je vais donner l'exemple, en 1985, il y avait 25 000 immigrés clandestins qui sont rentrés sur le territoire, comme à peu près l'année dernière. Et finalement, je constate que depuis 1985, il n'y a pas eu de politique volontariste mise en place pour qu'on puisse faire l'accueil des immigrés. Donc ce que je veux dire vraiment, c'est que tant que nous ne réfléchirons pas à quelle stratégie, quelle organisation mettre en place pour accueillir et surtout insérer les gens dans la société. C'est très important parce qu'il ne faut pas laisser les gens sur des montagnes où on cache la misère. Parce que finalement, quand on constate ce qui se passe, les gens vivent dans des situations sanitaires déplorables. Et on voit en plus l'état de notre hôpital à Cayenne. Hein, donc ce qu'il faut dire, c'est le plus important, c'est qu'on puisse accueillir les populations, mais surtout avoir une politique pour qu'on puisse s'insérer dans la société et qu'on puisse vraiment dynamiser le vivre ensemble. Vous portez le fait de mieux accompagner l'immigration. De mieux accompagner, mais surtout d'amener une nouvelle vision politique par rapport à l'immigration. Très bien, c'est ça qui est important pour les téléspectateurs. Les électeurs, en fait, de savoir pourquoi on vote pour vous. Mais ça sera la dernière question tout à l'heure. Jean-Étienne Antoine. Il y a de quoi s'interroger, effectivement, quand 30% du territoire est occupé par une population. Donc on doit se dire que certainement il faudrait qu'il y ait plus de personnes. Mais je crois que peut-être c'est le moment, entre nous, qu'il y ait des points de divergence. Je dis que je suis opposé, en tant qu'élu démocrate,
à ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Je veux dire, il faut l'affirmer ce soir. Maintenant, qu'il y ait une politique organisée d'accueil de population sur un territoire, dans une activité, là où on a besoin de personnes, de personnel, pourquoi pas? Il faut définir une politique migratoire, s'il y a un déficit. Mais je n'entends pas autour de cette table une condamnation ferme et pour dire que les partis politiques s'opposent à l'immigration clandestine. Quand vous parlez d'immigration clandestine, vous parlez de clandestine. Donc je pense que tout le monde est opposé à l'immigration clandestine. Mais par contre, ce que vous dites, j'ai l'impression que vous pouvez fermer les frontières de la Guyane. Je vous laisser parler, monsieur. J'ai l'impression que les personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire, tout à l'heure, on parlait de posture, on parlait de principe. Ensuite, Bernard Tadé. Ça, c'est un principe, il faut condamner l'immigration clandestine ou illégale. Ça, c'est le premier point. Et donc, dès lors, en tant que parlementaire, il faut exiger que de la part de l'État, que nos frontières, ou qu'il y ait des stratégies, actuellement, il y a 2 barrages sur les nationales, donc, pour revoir le dispositif. L'immigration clandestine, vous condamnez. Il faut condamner, il faut combattre les réseaux, il faut aller très loin. Effectivement, M. Joigny, ce n'était pas le même point de vue que M. Donc, ensuite, maintenant, pour les populations... Rapide, parce que... Terminé. Enfin, il m'a coupé. Et donc, par contre, effectivement, pour le reste de la population, il faut effectivement développer des politiques publiques d'accueil, aussi bien en matière de création de plus de places dans les écoles, dans les crèches, et j'en passe, mettre en place des dispositifs de formation. Et contrairement à ce que disait M. Tadei, contrairement à ce que disait M. Tadei, bien sûr qu'il faut qu'il y ait une politique sociale, familiale, bien sûr, pour accompagner ces populations. Mais pour terminer, il faut arrêter cette immigration. Très bien. Bernard Tadei. Oui, je ne veux pas que ce soit mal interprété, mes propos. Il faut évidemment une politique sociale, familiale, et il faut aider les parents dans l'éducation. Vous êtes sur la TV, vous êtes en sécurité. Merci. Merci, parce que j'ai l'impression qu'on la déforme un peu ce que je suis en train de dire. Alors, juste un point. Je n'ai pas finalement répondu à votre question. Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'immigration clandestine? Quelles sont les mesures simples et pragmatiques qu'on peut proposer? Il me semble que les moyens dont nous disposons aujourd'hui sont mal affectés. Je crois que l'action de la PAF en direction d'individus isolés, ce n'est pas le bon moyen. Si on a des clandestins sur le territoire, c'est qu'ils y trouvent un travail. Les clandestins n'ont droit à aucune autre ressource, à aucune aide de l'État, c'est qu'ils trouvent le moyen de subvenir à leurs besoins sur le territoire. Il faut rediriger l'action de la PAF vers les employeurs des clandestins. Je pense que c'est ça, si on veut lutter contre l'immigration clandestine, c'est ça la priorité. Voilà. Messieurs, avant de conclure, pas de développement économique sans politique énergétique, j'ai presque envie de dire, intelligente. Ça a été le grand débat depuis de nombreuses années. Effectivement, on parle de l'hôpital toujours en grève, mais EDF également était en grève. Alors on essaye de trouver des solutions en attendant. Peut-être, vous allez nous dire oui ou non, pour un 2e barrage. C'est quoi le développement énergétique pour vous, intelligent ici pour la Guyane? Alors, intelligent, en Guyane et un peu partout, c'est d'utiliser les ressources énergétiques naturelles qui sont à notre disposition. C'est pas normal, de mon point de vue en tout cas. Alors ce soir, dites-nous comment on fait, parce que un barrage, sur l'énergie, laissez-moi parler. Ça parle beaucoup, hein. Mais dites-nous. Ne vous énervez pas. Restez calme. Allez-y. D'abord, le subventionnement des productions individuelles, qu'elles soient solaires ou éoliennes. Très bien. Ça, c'est le premier point. Il faut réduire la distance entre le lieu de production et les points de consommation. Donc, plus on pourra produire de façon isolée, plus on sera efficace. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a développé le solaire, pas suffisamment encore, mais c'est quand même en bonne voie. D'après les spécialistes, le solaire, c'est pas génial solution, parce qu'il faut... Non, parce que les panneaux solaires, il faut les retraiter après, c'est vrai. On a une biomasse qui est colossale et qui peut être utilisée à cette fin-là, à condition d'être gérée de façon intelligente. Il ne faut pas réduire non plus la forêt. Il faut l'utiliser de façon... On a des courants, je vais très vite, on a des courants importants qui sont fluviaux. On a un immense courant littoral qui est extrêmement puissant. Un 2e barrage? Non, je ne suis pas partisan d'un second barrage. Alors, dans notre programme, on veut déjà défendre l'écologie, donc à travers les énergies renouvelables. Mais on a besoin d'énergie.
Et oui, on a besoin d'énergie, donc je vais vous dire comment on va faire. Mais court, hein, vous êtes en avance. On arrive à la fin. On va développer une énergie de la mer, à travers les marées par exemple, une énergie hydraulique, propre. Et donc ça va être générateur d'emplois, ça va préserver notre forêt, notre faune et la flore. Il n'y aura pas de barrage, et à l'instar de Sinnamary, parce que le jour qu'il y a une fissure, Sinnamary est englouti. Je parle du barrage de Petit Saut. On a compris. Nous sommes dans une démarche de création d'autonomie propre, d'énergie renouvelable, qu'on puisse développer la Guyane. Merci. Très bien. Richard Joigny. 20 secondes. Eh bien, c'est sûr que nous nous inscrivons aussi vers la production d'énergie renouvelable, mais un marketing mix, un mix vraiment d'énergie renouvelable, que ce soit la biomasse, que ce soit aussi avec le niveau des marées, mais vraiment aller dans ce sens-là, parce que nous savons très bien que le coût écologique d'un barrage, surtout un barrage sur la Haute-Mana comme ce qui est prévu, c'est un coût qu'on ne peut pas payer à l'heure actuelle en Guyane. Parce que c'est vrai que nous voulons le développement, nous sommes pour du développement économique, mais nous ne sommes pas pour un développement économique qui détruirait nos richesses. Nous sommes vraiment pour une gestion de nos richesses, une gestion de la biodiversité, pour créer de l'emploi déjà, mais surtout pour sauvegarder la planète et avant tout la Guyane. Pas de deuxième barrage. Donc, Monsieur Antoinette, vraiment 2 mots ou vous gardez du temps pour la fin? La dernière question. parce que vous avez moins de temps. Vraiment 2 mots. D'accord, alors 2 mots, simplement dire ce que nous avons fait à Kourou. Le mix énergétique. C'est le territoire de Kourou qui accueille aujourd'hui une centrale solaire qui produit plus de 12 MW et qui également accueille une centrale de biomasse qui produit 2 MW. Ça veut dire que la ville de Kourou aujourd'hui est une ville positive. Donc il faut aller vers ce mix énergétique. Nous avons besoin de thermique, c'est indispensable, et nous avons besoin également d'énergie renouvelable. Mais l'autre aspect, et je termine, ça concerne aussi la distribution de cette électricité. Et là, il faut sécuriser cette distribution d'électricité. Ce n'est pas le cas. Non, je parle de la distribution. Très bien. Je ne parle pas de production. Ne le relancez pas, ne le relancez pas. On va poser la question à tout le monde. Pour ça. Barrage ou pas, quand même? Oui ou non? Oui. Le barrage? Non, c'est non. Voilà, c'est non. Dernière question. Très bien. Parce qu'il faut avoir le. On arrive au terme de notre émission. Merci, monsieur. On est très vigilant sur le respect du temps de parole de chacun. Et on est pile poil pour tout le monde. Alors, je suis un électeur. Il faut nous convaincre de voter pour vous. Pourquoi vous êtes meilleur que ceux qui sont autour de cette table, monsieur Tadi? Alors, vous allez être déçus, mais je ne vais jamais vous chercher à vous convaincre de voter pour moi. On ne vote pas pour une personne, on vote pour une vision, on vote pour un mandat. J'appelle les gens à voter pour l'Union populaire républicaine, parce que c'est le seul parti en France dont les analyses au niveau politique permettent d'expliquer la situation dans laquelle on est, pourquoi gauche et droite ne veulent plus rien dire, pourquoi on est bloqué dans nos décisions, pourquoi l'argent de la France part ailleurs au lieu d'être investi sur son territoire, pourquoi la France s'appauvrit en voyant ses usines se délocaliser, pourquoi on n'arrive pas à promouvoir l'agriculture biologique et une agriculture de terroir. Tous ces constats-là trouvent leur explication dans la même réponse, qui est que nous avons perdu notre capacité de décision et que la Commission de Bruxelles, qui est un outil créé par les grands actionnaires des multinationales... Merci, monsieur Tadi. C'est la dernière minute. Bon, ben voilà. Mais les gens avaient compris, je pense, la fin de la phrase. C'est pas grave. Le programme. Monsieur Berstam. Tout d'abord, je suis un homme de terrain. Même si je ne suis pas dans les médias, sur Facebook, partout, mais je suis un gars qui travaille sur le terrain. Parce que moi, je pense que si on veut réduire la délinquance, si on veut réduire les inégalités, si on veut réduire beaucoup de choses, il faut être acteur. Et si je suis député, c'est pour travailler pour le peuple et non pour moi. Et lorsqu'on a un programme, il y a le programme de votre parti ou mouvement, mais aussi c'est l'homme qui mène les propositions. S'il n'y a pas la volonté de l'homme qui œuvre dans l'intérêt général, les projets n'arriveront jamais à l'Élysée. Donc voilà, et j'aimerais juste souligner quelque chose parce que vous n'avez pas souligné, c'est la montagne d'or. J'aimerais juste dire que personnellement, je suis contre ce projet parce que ça va nuire à notre santé, nuire à l'environnement de la Guyane. C'est votre position. C'est votre conclusion. Monsieur Joigny.
Ben, tout d'abord, je ne pense pas être le meilleur, hein, je reste modeste, mais pourquoi demander aux électeurs de voter pour la candidature que je mène avec ma suppléante Elsie Desmembres? C'est avant tout par rapport à mes convictions et ma détermination. Je suis quelqu'un de terrain, je suis quelqu'un de convaincu qu'il est temps qu'on puisse être debout en Guyane, debout pour notre avenir et qu'on soit responsable de notre avenir. Parce que la situation que nous vivons à l'heure actuelle, c'est une situation indigne. Si nous habitions à 8000 km en France hexagonale, je ne pense pas que nous aurions accepté une telle situation. Donc je tiens à bien dire à la population, si on veut continuer dans le marasme économique et social dans lequel nous sommes, vous pouvez se laisser ceux qui sont au pouvoir. Mais si vous voulez vraiment du changement et si vous voulez vraiment de l'action, avoir un député d'action, avoir quelqu'un qui tape du poing sur la table, mais surtout qui se bat pour le peuple, eh ben, n'hésitez pas à faire le choix de la candidature que nous menons. Merci beaucoup, Monsieur Joigny. Il vous reste exactement 15 secondes. Pour respecter le temps de parole, on vous demande de jouer le jeu, Monsieur Antoinette. D'accord, je respecte le temps de parole. Il y a ceux qui disent il n'y a qu'à. Il y a ceux qui disent qu'il faut faire preuve de fermeté. Moi, quand il a fallu, j'ai porté plainte contre l'État et j'ai gagné. Moi, je défends un projet de société. Il faut sortir de cette économie de comptoir. Il faut absolument qu'on trouve d'autres sources de financement. Effectivement, la constitution de sociétés d'économie mixte nous permettra de produire des ressources nouvelles. Il n'y a qu'à Faucan, j'ai fait... taper sur la table, c'est parce que Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la qualité de vos débats. On a pu tous vous entendre. Des questions ont été successives. Et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Les débats. Et effectivement, donc merci à Richard Joigny, Bernard Tadei, Jean-Étienne Antoinette et Paul Persdam. Un beau débat également, comme le premier, hein, avec beaucoup de respect. Voilà, on aime les débats comme cela. Effectivement, vous n'étiez pas tous d'accord. Et c'est ça la démocratie, c'est ça un débat. Réponse, c'est terminé. On vous donne rendez-vous. Alors vous avez un rendez-vous demain déjà avec tous les Face soirs. à Face. Oui, exactement. Voilà. Demain, le prochain Face à Face, toujours pour la politique. Toujours pour les législatives. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi soir à partir de 19h à peu près pour la soirée. Mais même un peu plus tôt, je pense. Oui, un peu plus tôt, 18h, la soirée électorale. J'espère que vous allez passer nous voir. Pour les résultats. Pour les résultats, bien sûr, avec tous nos correspondants dans les bureaux de vote. Donc ne ratez pas ce rendez-vous. On salue tous ceux qui nous ont regardés sur le Facebook Live d'ATV Guyane, tous ceux qui nous ont écoutés également sur Radio Pays. Merci messieurs, bonne fin de campagne et on vous donne rendez-vous samedi donc pour les résultats de ce premier tour. À samedi Farouk. À samedi Gilles. Et à très bientôt, passez une excellente soirée sur ATV Guyane, à bientôt.